qui officie, je te signale. C'est moi qui officie. Mais oui, il n'est pas prêt. enfin, aujourd'hui. On attend. Merci Théo. Nous voilà réunis pour cette deuxième session de travail du jour. Et je passe la parole à Joël qui va faire les présentations. Oui, et peut-être Jean-Yves, tu peux peut-être rappeler le format qu'on inaugure actuellement, là, puisque c'est un format un peu différent en termes. On n'est pas dans une conférence, on est vraiment dans une petite réunion de travail qu'on partage avec vous. C'est l'ambition de ce nouveau format aujourd'hui. Alors, tout à fait. Je crois que le Paddle Sport Show, c'est un espace professionnel dédié aux professionnels qui a pour vocation d'adresser un certain nombre de problématiques qui, alors comme on le voit ce matin, ou des opportunités de marché pour les manufacturiers, pour les fabricants, et en fait les différentes problématiques selon la façon dont on décide de les traiter selon le sujet requièrent une façon de les aborder un petit peu différente. Et là, donc cet après-midi, on n'est pas sur un mode présentation-conférence, on est sur un mode discussion entre professionnels, alors plutôt français, donc on est sur une version non traduite aujourd'hui. On a eu hier une version totalement anglaise, on a eu des versions franco-anglaises, et aujourd'hui, et là, cette réunion-là, c'est une réunion plutôt franco-française. Voilà. Demain, on aura une réunion sur un format à peu près similaire avec la commission RISE sur l'idée de réduire l'impact du secteur sur l'environnement, qui sera franco-anglaise. Mais là, aujourd'hui, voilà, nouveau format, nouvelle équipe, nouvelle discussion, mais en tout cas, toujours une discussion entre professionnels du secteur qui se grattent la tête pour se dire comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, avec qui, nouvelle question, nouveau format. Je te laisse présenter les participants. Oui, alors bien sûr, pour accueillir nos participants, vous remercier, messieurs, d'être dans cette table ronde ou rectangulaire. Donc, je vous présente donc Jean-Luc Rigaud, qui est vice-président de la Fédération française de canoë-kayak et des sports de pagaie, qui est en charge du tourisme. Johan Heurtevent, qui est président de la Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoë-kayak. Et Jean Pinard, qui est consultant dans le tourisme, de Futurisme, la société Futurisme, et qui va aussi nous éclairer de cet œil. Et puis Jean-Yves, donc avec sa casquette de président de l'association, tu vas le dire mieux que moi, redis-le mieux que moi. De la Fédération européenne des employeurs de l'outdoor. Voilà. Donc nos membres sont des sociétés qui ont des bases de raft, des bases de kayak, des espaces d'escalade, de canyon, de toutes les activités d'outdoor. Voilà. Très bien. Bon, ben, messieurs, peut-être pour lancer le débat, peut-être une première question à Jean-Luc Rigaud. Jean-Luc, la fédération, donc, tu es dans l'équipe de Pascal Bonnetin, donc, qui est président de la fédération, et donc vous êtes nouvellement élu depuis quelques mois après la fédération. Et je me souviens, dans la campagne, on vous a souvent entendu parler de la relation qu'il faudra avoir au futur avec le monde du tourisme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui avec la fédération? Quel regard vous portez sur ce monde de tourisme? Et est-ce que vous en attendez quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que vous en attendez? Oui, merci de cette question qui pose bien le débat. En tant que nouvel élu au sein du comité exécutif, avec, comme tu l'as dit Joël, Pascal Bonnetin, oui, on s'est dit qu'à un moment donné, en faisant l'état des lieux, 37 000 licenciés à la Fédération française de canoë, 300 000 pratiquants réguliers, et environ, selon les critères du ministère du Tourisme, 2,5 millions à 3 millions de pratiquants, enfin, d'usagers de la pagaie, qui a loué pour faire une descente de la Dordogne, qui a fait un tour de kayak en mer, qui a fait du raft dans les Alpes. Et là, on s'est dit, il y a un truc à faire, parce que finalement, historiquement, les fédérations françaises, et le canoë brille par ses médailles, on connaît les champions olympiques, enfin, c'est la vitrine, mais la pratique du quotidien, c'est pas la vitrine. Et dans notre vision plus politique des choses, on s'est dit que finalement, le canoë-kayak, c'est aussi, avec les sports de pagaie, l'usage commun, c'est au moment où tout le monde se tourne vers l'extérieur, où il y a, après le Covid, un besoin de renouer avec ses racines, avec la nature, un besoin de rencontrer, au-delà du sport et du sport santé, enfin, tous ces mots-clés qu'on entend beaucoup aujourd'hui, on s'est dit la Fédération française de canoë, elle est au rendez-vous de tout ça.
C'est aujourd'hui un peu la gardienne des rivières, où on se prétend de l'être, avec ses nombreux pratiquants, être des alertes pour que lorsqu'il y a des difficultés ou pas. C'est à la fois aussi une fédération qui se veut inclusive par le principe même, et c'est cette fédération qui est assise sur une structure de nombreux clubs qui irrigue bien l'ensemble du territoire français, avec des pratiques fort différentes, d'eau calme, d'eau vive, et d'eau salée évidemment, donc une forte diversité, et on s'est dit qu'est-ce qui fait le lien entre ces différents types de pratiques et en plus la nature. Il y a du kayak polo, il y a de la pirogue dans Polynésie, il y a du VA, de l'Ocean Racing, il y a du slalom, ça c'est olympique, il y a de la descente, c'est pas olympique mais c'est ce qui représente le canoë quand on fait la Dordogne par exemple, président. Enfin, il y a tout ça et on s'est dit il faut fédérer l'ensemble de ces acteurs-là, et quoi de mieux que la pagaie, parce que c'est simple, et quoi de mieux que retrouver le plaisir d'avoir une pagaie, un bateau, de l'eau, et redonner du sens à tout ça. Et je pense que le tourisme a vraiment un rôle à jouer pour créer cette interface. Et si on sait parler aux acteurs du tourisme professionnels ou tous ceux qui sont en direction en interface, et qu'on sait leur donner envie, mais leur amener des services aussi, et comprendre mieux leurs attentes, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et je ne vais pas être plus long, mais c'est pour poser le débat au niveau de la fédération. Et du coup, on est en train de faire et de travailler sur un plan de développement dans une vision, bien sûr, à l'Olympiade future versus le haut niveau, mais dans une vision plus long terme où comment on inscrit la Fédération française de canoë-kayak et des sports de pagaie dans l'interlocuteur institutionnel pour porter les métiers, pour porter l'ensemble des pratiquants et pour porter une image toujours plus forte de notre discipline. Très bien. Johan, lorsque tu entends ces bonnes intentions de la fédération, j'imagine que déjà chemine dans ta tête une forme de réponse, parce que on va pas se le cacher, c'est pas la première fois que la fédération se tourne vers le monde du tourisme. Il y a eu déjà des dialogues, on le sait, mais là on sent chez la fédération une véritable intention d'avancer avec vous. Comment est-ce que tu réagis à cette forme de proposition d'une certaine manière ? Oh ben nous, on est toujours ouvert à toutes les propositions. Donc, bien sûr qu'on est très heureux d'être ici aujourd'hui, très heureux d'ouvrir un dialogue. On est ouvert à tout. Effectivement, il y a déjà eu quelques réunions par le passé qui, a priori, n'ont pas abouti à grand-chose, du moins de notre côté. Donc après, très bien, tant mieux, super. On est ouvert à tout. Nous, on demande qu'à dialoguer plus régulièrement. Et effectivement, si on peut avoir des dossiers en commun et avancer sur des sujets en commun, eh bien, écoutez, avec plaisir. Jean, je pense que tu as des idées, toi, peut-être très concrètes à proposer d'ores et déjà. Est-ce qu'on peut les aborder de manière directe comme ça ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on aborde ce rapprochement entre le monde du tourisme et une fédération, par exemple ? Là, on parle de la relation entre la fédération et les loueurs, mais on oublie un troisième type de partenaire, c'est tous les acteurs du tourisme. Moi, je milite sur l'idée que l'image du kayak, elle fait vendre des vacances, elle fait vendre des séjours touristiques, parce que voilà, de la même manière qu'on vient faire du ski quand on vient à Voriaz, on vient faire du kayak quand on vient en Dordogne ou quand on vient en Ardèche, on vient faire du golf quand on vient sur un certain nombre de sites golfiques en France. Et cette image du kayak, les acteurs du tourisme, ils l'utilisent beaucoup parce que ça fait vendre. Je te montrais tout à l'heure le site de Visite Chéki, qui est l'organisme national de promotion du tourisme. Sa photo de promotion, c'est traverser Prague sur un canoë. Mais je pourrais vous montrer plein de photos de plein de villes qui utilisent exactement la même manière. Alors, à la fois pour le tourisme, à la fois sur l'idée de renforcer l'attractivité de la destination, parce que pour des cadres qui viendraient s'installer à Lyon, à Grenoble, à Strasbourg, pratiquer le kayak dans la ville, c'est un atout qui renforce donc l'attractivité des villes. Donc il y a tout un tas d'acteurs du tourisme qui aussi demandent qu'à rencontrer la fédération, qu'à rencontrer les loueurs et à travailler ensemble. Mais alors je ne veux pas banaliser et limiter leur rôle au financement, mais c'est des acteurs qui sont là en appui des loueurs parce que c'est des acteurs de l'économie touristique, de la fédération parce que c'est eux qui maîtrisent l'image, voilà, pour promouvoir la pratique du canoë-kayak en France, parce qu'il y a des Allemands, il y a des Hollandais, il y a des Américains, il y a même des Japonais qui descendent des rivières. Donc tous ces gens-là, ils viennent chez nous, ils viennent aussi faire du kayak, donc on aurait tort
de ne pas utiliser les acteurs de l'économie touristique, et en particulier les acteurs institutionnels, pour faire la promotion. Alors je ne dis pas pour faire l'intermédiaire, parce qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre vous, mais en tout cas pour être un partenaire aux côtés à la fois de la Fédé et à la fois des loueurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien de très concret qui soit arrivé jusqu'à maintenant? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un problème de lisibilité de ce sport? C'est-à-dire, en fait, on ne se rend pas forcément compte que c'est un sport ou c'est une activité. On a souvent le débat aussi quand on est là sur le salon. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger un petit peu ces lignes-là? Si je peux répondre sous l'angle institutionnel, moi qui découvre le dossier depuis quelques mois où nous sommes aux affaires, il y a eu des choses de fait, il y a des cadres qui ont été chargés du développement touristique, et quand on creuse le dossier, que des déclarations de bonnes intentions, mais jamais de suivi. Je rejoins en ça les propos du président du syndicat des loueurs. Et nous, la volonté, c'est d'être peut-être moins large, de prendre quelques actions, et je vois qu'on nous met sous les yeux que c'est pas d'hier. Que l'on parle de vacances et de kayak et de développement touristique. C'est pas d'hier, il y a déjà eu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il faut qu'on repense ça de manière moderne, avec objectif, moyen, résultat, et qu'on avance. Alors il y a aussi un constat, je crois qu'on est entre nous, il paraît, donc on peut se dire les choses. C'est ce que j'ai compris. C'est que jusqu'à présent, la Fédération française de canoë, c'était dans ses débuts un peu Léo Lagrange. Le monde associatif, on s'aime, on se met au bord des rivières, on prend un canoë, on fait un petit tour, on fait le feu de bois et la guitare. J'exagère un peu, mais c'était un peu ça. Et on est passé à un mode de consommation complet de l'activité sport de pagaie, et il faut qu'entre ça, on renoue avec l'ensemble. Et cet esprit Léo Lagrange, ma foi, elle était un peu exclusive du milieu commercial, où il y avait un espèce de regard en disant les loueurs, ils font du business, finalement, pas sur le dos de la Fédé. Ils font du business avec l'outil fédéral. Eh bien, sachons valoriser et l'un et l'autre, parce que l'image du canoë, tel que le disait Joël, c'est essentiel. Je fais une parenthèse parce que ça contrarie tout le monde. Tous les ans, malheureusement, il y a des accidents. Il y a une noyade ou deux en lien avec des affaires de canoë ou de kayak. C'est à chaque fois l'image globale qui est ternie. C'est rarement de la responsabilité de l'institution fédérale, et on est à chaque fois très concerné. Donc si on peut élever cette relation à la sécurité de la pratique des rivières, améliorer l'accès à l'eau, améliorer les conditions de travail des loueurs, créer peut-être une espèce de convention collective des salariés des sports de pagaie, faire en sorte que le système assurantiel soit plus profitable. Je pense que l'institution a un rôle à jouer au service des professionnels, et on sort du schéma mercantile. Alors juste vite fait, pour rebondir sur l'accidentologie, nous on mène une étude depuis plusieurs années, justement parce que on est très concerné aussi. Alors effectivement, c'est rarement les clubs, c'est très rarement les loueurs aussi. J'en profite, hein. Je prêche pour ma paroisse. C'est très souvent, quand il y a un accident, c'est une pratique isolée, enfin un bateau perso qui est parti naviguer à un moment où il n'aurait pas dû. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est très rarement les loueurs. Ensuite, après, effectivement, nous, on a une pratique commerciale clairement définie. Peut-être ce qui nous éloigne le plus, c'est que pour nous, la FFCK, c'est effectivement une pratique sportive, alors que nous, on est très proche de nos offices de tourisme, on est très proche de nos ADT, nos CRT. On est clairement plus dans le monde du tourisme que dans le monde du sport. Ça, c'est une évidence. Nos pratiquants, c'est plus des gens qui viennent passer une journée ou plusieurs jours, parce que nous, sur Dordogne, on propose de l'itinérance, mais des gens qui viennent redécouvrir la région, qui viennent se balader, mais il n'y a pas cette notion de sport. C'est vraiment une notion de profiter du beau temps, profiter d'un moment de plaisir. Et effectivement, peut-être que c'est ce qui peut le plus nous éloigner, quoi. Je pense que nos pratiquants, ils viennent, on en parlait tout à l'heure, il suffit qu'ils fassent une journée de pluie, ils ne viennent plus. Un sportif, il fait beau, il vente, il neige, il fait froid, il met un kawaii et il va se faire mal. Pas nos clients. Ça va être, je dirais, le principal frein, ce qui va le plus nous éloigner. Non, mais juste à la question initiale, je vais être direct. Hein, les gens du kayak sont plutôt des gens discrets, et ils sont pas
c'est pas Johan qui va venir me voir, me dire il me faut une carte touristique avec tous les spots de kayak en Occitanie, alors que le gars du golf ou le gars de la pêche, il va venir me voir, me dire Pinard, tu me fais vite fait une carte pour montrer tous les golfs d'Occitanie. Donc là, il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a cette réserve, c'est peut-être par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, hein. Mais moi je raconte cette anecdote, quand j'ai voulu imposer à mes collègues de faire une carte de tous les lieux de pratique du canoë-kayak, qu'on voulait en plus connecter avec des gares, parce qu'on a mis en place un produit qui permettait de prendre le train à 1 euro. Les collègues me disaient du kayak, mais pourquoi faire? Enfin voilà, c'était pas, je sais pas si c'était assez noble ou si l'image était assez puissante. Et puis on l'a imposé, et puis on s'est rendu compte, bah oui, il y avait beaucoup de monde en Occitanie. Je pense qu'il passe chaque année 300, 400 000 personnes qui sont venus passer des vacances et qui ont à un moment fait du kayak, que ce soit sur la mer, soit sur les lacs, sur les rivières ou dans les gaves des Pyrénées. Donc voilà, il y a une forme comment dirais-je, de discrétion, c'est un peu pathologique, je vais te dire, hein, que dire bah, nous on fait notre truc dans notre coin, si on vient nous aider, bah, c'est pas mal. Marcel vient de donner des choses comme ça date pas d'aujourd'hui effectivement, sauf que ça s'est un petit peu dilué. Regardez la montagne, les sports de montagne, et en particulier le ski, qui a été à l'initiative d'un organisme qui s'appelle France Montagne, dont vous avez certainement entendu parler, parce que c'est eux qui font la pub, la montagne, ça vous gagne. Et je pense que vous avez tous le slogan en tête. Voilà. Pourquoi les sports nautiques, le surf, l'aviron, la voile, le kayak ne pourraient pas faire exactement la même chose que France Montagne, et se regrouper pour dire, voilà, on fait la promotion de la France à l'étranger, en particulier dans les pays européens, mais même en France d'ailleurs, pour faire venir des touristes et pour pratiquer le canoë-kayak. Donc, il y a un bout de chemin qui reste à faire. Ça sera très compliqué à faire. Mais oui, il faut que les gens se rencontrent et se connaissent. C'est ça le vrai problème, c'est qu'on ne se connaît pas. Enfin, nous aussi. Mais... Bientôt. Bon, alors on y va. Est-ce qu'aujourd'hui, toi Jean, est-ce que tu vois comment il faudrait faire là? Est-ce qu'on peut dupliquer, copier la démarche de France Montagne? Est-ce que ça peut être une initiative de la fédération, d'un groupe de travail qui peut naître, pourquoi pas aujourd'hui? Comment est-ce qu'il faudrait faire? Alors moi je pense, c'est la méthode que j'ai envie de proposer, on en reparlera peut-être en off ensuite, c'est qu'à un moment donné, il faut déjà bien comprendre qui est l'autre, quelles sont ses attentes, quelles sont ses limites d'action, et se reposer toutes ces questions-là. Même si la Fédération française de canoë et des sports de paillets, qui est délégataire du ministère, on imagine à peu près son rôle, mais après il faut aussi voir ce qu'il y a sous le capot. Alors nous, il y a tous les cadres, il y a tous les professionnels qui sont là pour contribuer à cela. Mais il faut faire en sorte qu'ils soient organisés et motivés et qu'ils travaillent autour de ça. On a recruté un nouveau directeur technique national qui a bien pris cette mesure-là. Bien sûr, comme tous les patrons sportifs, il s'occupe des médailles, mais on lui a dit stop, il y a aussi au moins la moitié de ton temps que tu dois consacrer au développement de l'activité, notamment le tourisme. Et donc, il y a une vraie volonté. Il y a dans la salle quelques cadres de la fédération qui m'entendent, et je pense que moi, je vais surveiller que ça se passe bien derrière. Pardon, puisqu'on a dit qu'on se disait tout. Donc, il y a une réorganisation interne de la machine, pour être en capacité de... Mais ensuite, il faut la nourrir. Et pour la nourrir, il faut que les partenaires soient au rendez-vous de leurs attentes, qu'ils sachent les exprimer, qu'on sache comprendre aussi les limites des uns et des autres, et puis qu'on définisse après, ma foi, ce qui nous rapproche, on travaille dessus, ce qui nous divise, tant qu'on ne se connaît pas bien, on le laisse de côté, et puis on ressortira le dossier dans 2-3 ans, quand ce qui nous rapproche sera solide, et qu'on pourra commencer à parler des choses qui fâchent. C'est comme dans les couples. Au moment où on se rencontre, tout va bien. Après, il y a un peu de distension et après, on resserre les liens parce que ça devient la famille. J'espère qu'un jour, il y aura cette grande famille. Alors, Johan, justement, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que la démarche proposée par Jean, là, cette notion d'approche type France Montagne, c'est quelque chose que vous pouvez entendre? Moi, depuis le début, hein, on est ouvert à tout. Des vrais besoins, là, tout de suite, on n'en a pas. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qui peut être mieux, écoutez, c'est que du bonheur. Donc oui, bien sûr, on est ouvert à toutes les propositions. On veut bien s'investir dans un groupe de travail ou dans des groupes, peu importe, comme vous voulez. Mais oui, on est ouvert à tout, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Mais sans parler des vrais besoins, est-ce que la démarche telle qu'elle est proposée, type France Montagne, quelque chose qui pourrait promouvoir les sports d'eau, les sports nautiques, les sports de pagaie, cet univers-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous séduire ou finalement pas forcément besoin? Pareil, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut voir comment ça va sortir. Après, je pense que le canoë-kayak en France, il est déjà très très connu au niveau européen, voire peut-être même mondial. Hein. Nous, on a des clients
forcément, je parle pour la Dordogne parce que c'est le morceau que je connais le mieux, mais on a des clients donc, qui viennent en itinérance, qui peuvent venir. On a déjà eu des gens qui viennent d'Australie, des États-Unis, du Canada, qui viennent spécialement pour faire une semaine de canoë sur la Dordogne et repartir après. Donc, je pense que le canoë en France, c'est déjà bien, il a déjà une très belle image. Après, si on peut le développer encore plus, j'ai envie de dire ma foi, ça serait dommage de s'en priver. Oui, je voulais rebondir sur ce que Jean-Luc évoquait tout à l'heure là sur le développement. Alors effectivement, on le voit, et pas seulement en France, dans toute l'Europe, puisque nous, nos membres sont dans toute l'Europe. Hein, on en a en France, mais on en a aussi en Europe dans une quinzaine de pays. Effectivement, l'activité outdoor se développe depuis notamment le Covid. Il y a un retour vers la nature, il y a un retour vers les activités non urbaines, même s'il y a aussi des initiatives urbaines qui est assez manifeste. Et on est aujourd'hui dans une situation où on a une typologie de pratiques qui est extrêmement diversifiée. Comme le mentionnait Johan tout à l'heure, on a aujourd'hui très clairement, dans toute l'Europe, on a une version plutôt sport, avec de la compétition, des pratiquants, enfin tout ce qui fait le monde sportif, l'adhésion à une charte, les dossards, les entraînements, les chronomètres, etc. Et puis il y a tout un monde du tourisme dans lequel il y a effectivement deux grands aspects. Il y a un tourisme plutôt social, plutôt proche de la Fédé d'ailleurs, hein, plutôt proche d'initiatives d'État ou d'initiatives publiques qui fonctionnent très bien. Et puis il y a un tourisme totalement privé, là, alors qui tient plus de la station de ski, puisque tu évoques la montagne, avec du client. Donc là, il n'y a plus de pratiquants, il y a des clients qui veulent une prestation de service, avec des salariés, avec etc. Et on se retrouve avec les loueurs, les bases de raft, les bases de kayak, les espaces rando, VTT, etc., les parcours acrobatiques en hauteur, enfin bon, etc., etc. Donc on a une typologie. Alors, j'allais dire que dans les relations avec la Fédé, il y a la partie sport, évidemment, nous, on ne s'en occupe absolument pas, ça nous regarde pas, enfin ça nous regarde pas, ça fait partie c'est de l'activité physique aussi, mais il n'y a pas voilà. La dimension de tourisme plus sociale, c'est un petit peu partagé, mais enfin ça reste très proche effectivement de la Fédé. Et puis il y a ce tourisme privé, enfin privé du monde marchand, dont on s'occupe essentiellement. Et je crois que il faut, à mon sens, que ce soit en France ou dans d'autres pays, si on lance des communications, des travaux communs, il faut surtout qu'on respecte nos champs, que chacun, en fait, respecte le champ dont il a la charge ou dont il n'a pas la charge. C'est surtout ça ça c'est très important, parce que on peut avoir des politiques communes de promotion, par exemple, qui sont tout à fait positives et qui servent les intérêts de l'ensemble des acteurs, mais qu'il n'y ait pas de confusion derrière. Voilà, ça c'est important, parce que s'il y a de la confusion, ça crée des difficultés relationnelles. Tu parlais tout à l'heure des aspects, peut-être de certains aspects négatifs. Ce serait cela en fait. Le reste, évidemment, qu'on promeut l'activité physique, mais sous des formes différentes. Alors, ça peut être le sport santé ou quoi que ce soit, mais il y a effectivement une action commune à avoir, ça c'est tout à fait, c'est dans l'intérêt de tous, mais une fois que la clientèle ou les pratiquants, enfin bref, une fois que ça revient en quelque sorte, il ne faut pas que nous on aille marcher sur les plates-bandes de la Fédé et vice-versa. Voilà, c'est la chose, à mon avis, sur laquelle il va falloir faire attention. Voilà. Mais sur l'aspect d'avoir des actions communes, moi je trouve que ce serait tout à fait bénéfique. On le voit, et pour terminer sur ce point, au niveau de la Commission européenne, on a créé un espace de dialogue social il y a quelques années, dans lequel était intervenu EASE, la European Association of Sports Employers, qui avait été créé d'ailleurs à l'initiative du ministère. Nous, on siégeait avec eux. Bon, la Commission européenne a très bien compris qu'il y avait deux volets. Il y avait le sports et le active leisure.
Active Leisure, c'est ce qu'on appelle le tourisme. Et à un moment donné, la commission avait été très claire avec nous en disant aucun des deux ne pilotera l'autre. Vous faites des choses en commun parce que c'est l'espace de dialogue social, très bien, mais aucun ne fait à la place de l'autre. Et ça, c'était très important. Peut-être juste rajouter que si on veut commencer à faire quelque chose, il faut commencer par se compter. Moi, je pense que tant qu'on ne saura pas le nombre exact de gens qui, à un moment dans l'été ou dans l'année, tiennent une pagaie, on manquera de données. Idem pour les gens qui bossent, parce qu'il y a des salariés, on pourrait mettre le chiffre d'affaires de la même manière. Quand je dis qu'il faut se compter, c'est qu'il faut peser, voilà, il faut peser dans la discussion. Si on arrive et on ne sait pas ce qu'on représente, il y a peu de chances qu'on soit écouté. Donc le premier point, c'est ça. Le deuxième point, moi, je vais le dire par rapport à un ancien métier, puisque j'exploitais des sites touristiques, je faisais passer grosso modo 10 000 personnes qui, dans l'année, faisaient du kayak. Et moi, ça m'embêtait que ces 10 000 personnes, et en particulier les jeunes, qui ont eu une pagaie à un moment de leurs vacances, n'aient pas d'informations pour continuer à pratiquer. Voilà. Les gamins qui s'inscrivent au foot, ils y vont naturellement parce qu'ils ont joué dans la cour de récréation, parce qu'ils ont des copains, et puis qu'à un moment, bon, voilà, c'est naturellement qu'on va prendre une licence pour passer dans un club de foot. Il y a peu de chances qu'on pratique à la récréation du kayak et qu'on se dise, tiens, j'ai envie d'aller continuer à faire du kayak. Donc, c'est quand même dommage d'avoir 3 millions de pratiquants, et en particulier beaucoup de jeunes qui démarrent, et puis de ne pas leur donner la possibilité de continuer, en tout cas au moins de la formation, pour dire, bah, tiens, si tu as aimé descendre la Dordogne, tu vas adorer, quand tu rentres à Boulogne-Billancourt, t'inscrire à la CBB pour continuer à faire du kayak, même si c'est moins beau à Boulogne-Billancourt que sur la Dordogne. Mais voilà, c'est quand même ça l'enjeu. Moi, je ne sais pas comment on pourrait être en capacité de demander aux 37 000 licenciés comment ils ont commencé, mais moi je suis sûr qu'il y a un nombre non négligeable de jeunes. Je ne sais pas si vous avez suivi les aventures de Léa Jamelot, qui a fait un beau film là, de la descente, enfin, de la pratique du kayak entre Nantes et Brest, où elle raconte qu'elle a démarré en colonie, et c'est parce qu'elle a démarré en colonie qu'elle est allée ensuite s'inscrire dans un club. Voilà. Il y a des tas de colonies, il y a des tas d'organisateurs de colonies, il y a des tas de loueurs. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes? Moi, je pense qu'on pourrait augmenter assez facilement le nombre de pratiquants si on faisait le lien entre j'ai démarré, je me suis initié au canoë-kayak avec des professionnels, qui soient dans le secteur du tourisme. Alors, on s'en fout. Ce qui nous relie, c'est qu'ils soient assis sur un bateau, que ce soit un canoë, un kayak, enfin, soit sur la mer ou la rivière. Enfin, c'est pas le problème. L'idée, c'est qu'on puisse prolonger cette pratique. Le ski arrive plutôt bien. Alors bon, c'est plus facile quand on habite la montagne, parce qu'on va pas se licencier si on habite la Bretagne. Mais il faut qu'on arrive à faire ce lien. Et pour arriver à faire ce lien, oui, il faut, je pense, plus de coopération entre la fédération, les clubs et les loueurs, parce que ça demandera peut-être un petit... S'il faut remettre ça à chaque pratiquant, ça demandera un peu de logistique, un peu de boulot, donc ça ne se fait pas gratos, donc il faut qu'il y ait un échange de services pour qu'on y arrive. Mais moi j'espère qu'un jour, oui, on sera capable de donner un petit document comme ça à tous les gamins qui ont fait du sport, pour leur dire, t'as aimé le kayak, tu vas adorer en faire dans ta ville quand tu rentreras, et dans ton club, et voilà toute la liste des clubs, et voilà tout ce que tu peux faire en t'inscrivant et en prenant une licence. Johan, alors, est-ce qu'on est loin de ce temps-là? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça paraît imaginable, ce que vient de proposer Jean? Comme toujours, tout est imaginable. Après, c'est un peu abstrait pour le moment, mais après, pourquoi pas? Effectivement, oui, c'est les loueurs qui voyons passer le plus de c'est nous qui voyons passer le plus de pratiquants, ça c'est sûr. Après, de là à les transformer en licenciés, j'ai envie de dire, ça serait que du bonheur, hein. Et pour vous et pour nous, parce que c'est des gens qui auraient plaisir à en faire toute leur vie, à en parler en famille, à en parler à leurs amis. Tous les gens qui naviguent, effectivement, que ce soit en loisir ou en club, c'est toujours un plus pour nous tous. Après, comment le mettre en place, c'est la suite de notre discussion d'après, c'est ça? Non, mais je suis complètement partant de cela. Quelqu'un qui a une licence de canoë, qui dans sa famille, qui n'a pas emmené, enfin moi je l'ai fait le premier, pas sur la Dordogne mais sur l'Ardèche, d'emmener la famille et tout, on fait une descente de l'Ardèche, et finalement sur la dizaine, il y en a 2 qui sont devenus des pratiquants réguliers. Et si ne serait-ce qu'on en capte 15 à 20% sur le nombre total, je crois qu'on aurait déjà bien travaillé autour de cette table.
on peut repartir sur l'exemple de la montagne où on sait très bien que la mécanique des écoles de ski telles qu'on les connaît depuis les années 50, finalement la détection des jeunes, oui, elle se fait chez les piou-piou, enfin je veux dire, ou dans les jardins d'enfants. On est sur des structures privées, alors certes associatives, enfin, ou syndicales pour ce qui concerne l'ESF, mais en tout cas des structures privées qui ont un lien d'ailleurs assez fort avec la Fédé, puisque on sait que ces structures financent d'ailleurs la Fédé à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Et il y a une mécanique où ceux qui sont manifestement émergents dans une location de canoë ou dans la fréquentation d'une base de raft et qui on sent que s'il va y avoir quelque chose, sont transformés et rejoignent le club de ski local qui va ensuite les amener vers l'élite sportive. Donc, oui, il n'est pas idiot de penser que le secteur des loisirs et du tourisme peut aussi être un espace de détection du champion de demain. Et il y a à un moment donné un pont qui Alors, peut... on fait, si vous me permettez, on fait beaucoup de parallèles avec la fédération de ski. Moi, j'habite à Annecy, le siège de la fédération de ski est là-bas. Je connais bien le sujet en me disant « Ah, ça y est, on a trouvé le Graal, on va faire la transposition, c'est réglé, tu vas voir mon mandat de vice-président dans 4 ans. Le président va être réélu parce que j'aurais bien fait le boulot. » Je pense qu'on est un peu loin quand même. On est un peu loin parce que c'est le canoë ou le kayak, en fait, c'est un sport matériel. Et ça rentre en ligne de compte. Par rapport au ski, où on vient, on loue sa paire de ski, on la met sur le dos, on vient. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Et puis, le moniteur de ski prend le gamin au pied de la remontée mécanique, il le rend au pied de la remontée mécanique et c'est réglé. Il se débrouille du reste. Là, je pense que même les loueurs, le côté logistique lié au matériel rentre beaucoup en ligne de compte. Et ça, c'est un sujet, non pas qui est un frein, mais justement qu'il faut qu'on travaille ensemble pour arriver à trouver les modus vivendi. Même chose dans les clubs. Le matériel coûte plus cher et comment on arrive à gommer cet écueil-là. J'aurais rajouté une autre donnée, on n'en a encore pas parlé, mais ça devient très prégnant pour la fédération de canoë. C'est tout le volet transition. Jean Pinard l'a esquissé en citant le ticket de train 1 euro avec des parcours de canoë dans le sud de la France. Mais aujourd'hui, si on fait le bilan carbone du canoë, le plus cher, le coût essentiel, c'est les transports pour venir au lieu de pratique ou pour en repartir, ou alors pour faire l'accompagnement des navettes quand le loueur il va rechercher les gens en bas, quoi. Et améliorer cela, c'est un sujet également sur lequel il faut qu'on se préoccupe, notamment en termes d'image. Dans l'ordre ou dans le désordre, je pense que oui, nous la détection ça va peut-être être un peu plus compliqué parce que en location c'est clairement que de la location, il n'y a pas forcément d'encadrement, donc aller détecter un gamin qui serait doué, voilà. Mais effectivement nous à 80, encore une fois, pour ma structure, à 99%, on fait de la location, j'allais dire sèche, je ne sais pas si le terme correspond bien, mais de la location. Donc forcément, la détection, ça va être un peu compliqué. Après, sur le volet transition, on y travaille très sérieusement. On en a parlé un petit peu vite fait tout à l'heure. On a déjà attaqué le bilan carbone sur 2 ou 3 structures, dont la nôtre. On est en train de se lancer sur une grosse étude d'impact aussi par rapport aux rivières et tout ça. Donc on est hyper concerné parce que j'allais dire, c'est même pas l'avenir, c'est le présent, quoi. C'est maintenant, et donc on est déjà bien à fond dedans. Après, voilà, trouver le moyen de donner envie aux gamins, ça serait forcément que du bonheur. Il faut Après, il faut trouver le comment. Oui, alors il ne faut pas non plus trop, inverser le débat, parce que là on parle beaucoup des loueurs et on a l'air de dire qu'on attend beaucoup des loueurs. Je pense aussi que côté fédération, la fédération doit aussi peut-être se réinventer, parce que quand tu parles de détection et quand tu parles d'école de ski par exemple, on peut l'avouer, il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui dans le kayak, et peut-être qu'il faudrait aussi réinventer cette forme de progression, d'accompagnement. Et est-ce que la fédération ne pourrait pas aussi se réinventer de ce côté-là? Là je pense qu'il y a du boulot aussi.
pardon de le dire, mais on découvre sur le côté rapport au ski, avec les étoiles, par exemple, hein, première, deuxième, troisième étoile, au niveau, qui est assez porteur, puisque finalement, tous les ans, le jeune, il vient passer, et puis l'année d'après, il revient passer sa étoile du dessus, et puis etc. Et donc, il fait sa semaine, et du coup, on fidélise aussi quelque part. Puis quand il a la troisième étoile, 1 sur X, il part en club. Nous, il y a les pagaies couleurs. Et je vois encore une fois là une très belle édition de Marcel Coleman. Comment on fait progresser pour les couleurs, avec bien sûr du blanc au noir, toutes les étapes. Mais on s'est dit à quoi ça sert, enfin comment c'est mis en œuvre là. Dans les clubs, là, ça ne concerne pas notre relation future, mais dans les clubs, comment on rend ce produit pagaie couleur plus attractif et comment finalement ça mène et à quoi ça sert et à quoi ça mène, si ce n'est de rentrer le lendemain en disant moi je suis pagaie noir et voyez comme je suis fort. Ben, voilà. Et donc ça, il y a complètement un parcours à inventer et qui, je pense, peut devenir aussi un produit complémentaire de renommée, de développement avec des gens qui ne seraient pas du tout dans la logique compétition. Dans la logique compétition chronomètre, telle que vous l'évoquiez tout à l'heure. Pour autant, les gens aiment bien se comparer et savoir qu'ils sont pagaies noirs pour aller boire un coup le soir quand ils rentrent à Boulogne-Billancourt. Ça peut le faire. Non, mais, enfin, je reviens juste sur le sujet d'avant. Et je le dis parce qu'il y en a là sur les loueurs. Je ne sais pas si vous suivez un peu le débat et l'actualité du tourisme. Le tourisme est un peu critiqué par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, parce que voilà, l'ADEME un jour a compté ce que le tourisme pesait en bilan carbone. Donc voilà, le tourisme il est né du voyage, et puis ce qui n'est pas durable dans le tourisme, c'est le voyage et c'est le transport. Bon. Donc moi je milite depuis très longtemps sur beaucoup plus de proximité, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher des gens au bout du monde quand à Toulouse on peut leur dire qu'ils peuvent aller faire du kayak sur la Dordogne. Donc il y a de nouveaux paradigmes à mettre en œuvre, à trouver. Mais il y a un point moi, sur lequel je voudrais insister, parce que je ne sais pas si vous avez vu une image du pont d'Arc et des gorges de Verdon. C'est une photo qui a été prise par une photographe qui l'a fait en time-lapse. Donc on voit énormément de canoës et le sujet à la mode aujourd'hui sur le tourisme, c'est de parler de surfréquentation et de surtourisme. Donc on a grossi la fréquentation des gens qui passaient sous le pont d'Arc. Si on est le 1er octobre, si on faisait une photo aujourd'hui, même en time-lapse du pont d'Arc, on verrait peut-être 2 ou 3 bateaux. Donc il y a un moment, il faut quand même expliquer que la pratique du canoë-kayak à des fins de loisirs et de tourisme, ça marche 4 mois dans l'année, parce qu'il y a des saisons, et de la même manière qu'on ne vend pas la plage de la Grande Motte au mois de décembre. C'est exactement pareil. Donc il y a quand même un débat à faire. Alors je ne sais pas si c'est aux acteurs du tourisme ou à la fédération de dire que oui, les loueurs, ils ont 4 mois pour faire une saison. Et à Vallon-Pont d'Arc, si on veut maintenir un collège, si on veut maintenir des commerces, des services, il faut que pendant 4 mois, on densifie la pratique. Alors ça échappe à un certain nombre de gens qui disent « c'est pas possible de passer autant de monde sous le pont d'Arc », mais c'est la réalité. Alors on peut toujours leur dire d'aller faire un autre parcours dans l'Ardèche, mais comme le pont d'Arc est unique au monde, je ne vois pas des Allemands qui seraient venus spécialement faire du bateau en Ardèche, accepter d'aller faire un autre parcours parce qu'il y aurait trop de monde sur le pont d'Arc. Voilà. Donc il y a un débat à mener et il faut qu'on soutienne les loueurs en disant oui, ils ont 4 mois pour faire leur saison, c'est comme ça. Alors, il y en a qui disent que les loueurs, pendant les 8 autres mois, ils s'en vont au soleil en Martinique. Moi, j'en connais beaucoup qui font la double saison, et puis c'est parce qu'il y a cette activité que voilà, sur certains territoires ultra ruraux, on maintient des collèges, des services, des gares, des bureaux de poste. Donc voilà, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça, parce que la saison, alors là, on pourra faire tout ce qu'on veut. Alors peut-être que le seul point positif du réchauffement climatique, c'est qu'on pourrait démarrer la saison peut-être au mois de mars un jour, mais moi j'espère que non. Hein. En tout cas, c'est pas. Oui, il faut déjà qu'il y ait de l'eau déjà pour commencer. Donc voilà, il y a cette pratique ultra saisonnière. Donc ça envoie à ce que disait Yoann tout à l'heure. En fait, la question, moi je le dis souvent, c'est quoi la marge de progrès ? Est-ce que c'est en juillet-août faire 10% de plus? Est-ce que c'est pendant les week-ends de mai-juin? Est-ce que c'est en après-saison? C'est ça le vrai débat, parce qu'on ne peut pas toujours pratiquer parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de lâcher, et puis parce que les gens ne sont plus en vacances aussi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc acceptons le fait que l'activité soit ultra saisonnière. On ne pourra rien faire contre ça. Ça marche pour le kayak, mais ça marche pour le tourisme balnéaire de la même manière. Moi, je travaille pour la station d'Agde en ce moment, enfin du Cap d'Agde. Il y a 220 000 lits. Tout le monde se gratte la tête pour savoir comment on pourrait faire en sorte que la saison elle dure jusqu'au 15 septembre. Voilà.
40% des entreprises sont fermées au mois d'août. Bah, les gens ils partent au mois d'août, pendant la période des vacances scolaires. Et puis tant qu'on n'aura pas changé l'axe de rotation de la Terre qui fait qu'on a des saisons, il y a peu de chances que ça change. Voilà. Ben oui, merci Jean. Effectivement, ça aussi, Johan, c'est quelque chose qu'on s'est dit en préparant un petit peu ce rendez-vous. C'est intéressant aussi de voir que, Jean-Luc, tu pourras le confirmer, la fédération aussi porte aussi un regard différent aujourd'hui sur l'activité, parce qu'à un moment, il y a, on va dire 20-30 ans, il y avait presque un regard un peu antagoniste qui était dressé entre les deux, une paroi étanche. Là, on voit bien que les choses peuvent se rapprocher. Parmi les éléments, il y a ce que vient d'évoquer Jean, il y a aussi préoccupation importante, la notion de ressources en eau, effectivement, préoccupe au premier chef la fédération et évidemment vous aussi les loueurs. Et donc là aussi on peut voir, j'espère, un point de rapprochement et des préoccupations en commun. Tu es d'accord? Bien sûr qu'on est d'accord. Oui, après, les besoins en eau, oui, ils ont déjà commencé à se poser sur certaines rivières. Il y a eu des tensions un peu fortes sur la Sorgue, je crois, il y a 2 ans, où ils ont été obligés de fermer 2 jours au mois d'août. On a des collègues et des très bons amis qui ont fermé sur la Drôme en août 2023, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, l'eau, ça va être un sérieux problème. Après, donc, effectivement, si on peut avoir un dialogue commun avec EDF, alors nous, c'est toujours local. Nous, sur la Dordogne, encore une fois, on a 5 très gros barrages, donc on a des contacts un peu souvent avec eux, mais et ça reste des contacts avec EDF. Oui, alors à ce sujet, j'en profite pour vous dire, c'est pas un scoop, mais c'est très récent. La Fédération française de canoë vient de re-signer avec EDF une convention qu'elle avait déjà de partenariat dans la représentation au soutien aux équipes de France, mais également, et c'est pour le monde du tourisme plus important, une convention pour la régulation, la gestion et la pratique de l'eau, en devenant les interlocuteurs institutionnels des bassins hydrauliques pour l'organisation des lâchers d'eau et éviter ainsi que telle corporation, telle autre, une base de raft ici, les pêcheurs par là, viennent solliciter l'EDF pour la gestion des lâchers d'eau. Avec évidemment, là aussi, changement de paradigme progressif pour EDF, version il n'y a plus d'argent en France, l'EDF qui dit mais moi à chaque fois que je lâche le robinet je vois partir des euros dans la nature et à des fins qui pourraient être valorisées à la fois pour l'énergie, pour l'irrigation, enfin pour des activités dites productives, industrielles ou agricoles, et tout ça pour qu'il y en ait qui aillent faire des ronds dans l'eau et se promener. Ça c'est pour les compétitions, mais également on leur dit oui mais il y a l'activité économique des loueurs, et il faut arriver à créer ce rapport. Et je pense que ça fait aussi partie des sujets qui nous rapprochent. Comme le disait tout à l'heure Jean, il faut savoir se compter, parce que fédération, aujourd'hui, on affiche 37 000 pratiquants. Mais si derrière, on est capable d'afficher, oui, mais avec les loueurs, avec tant de professionnels, dont dépend également l'activité, parce que finalement, tout est lié, eh bien, je crois que là aussi, c'est un champ de coopération qu'on peut travailler, dans la mesure où nous devenons ces interlocuteurs-là. Et puis nous, ça nous rendra plus forts aussi. Les pêcheurs, ils sont meilleurs que nous. Bon, on va pas le dire là. Non. Il me disait gentiment, ouais, mais là-dessus, les pêcheurs, ils sont bons. Il y a déjà assez de difficultés parfois dans les relations du quotidien avec eux. Mais on les aime quand même, aussi. Pascal Bonnetin a rencontré récemment la fédération de pêche. Là aussi, les présidents se parlent, donc c'est intéressant. Il y a effectivement un certain nombre de sujets où l'association qui fait le poids est d'intérêt pour l'ensemble de la filière sportive, loisirs, etc. On a l'exemple récemment en Suisse, par exemple, où il y a un exploitant de barrage qui a expliqué à un de nos membres qui fait du raft sur la rivière que ça leur rapporterait plus d'argent d'ouvrir le barrage la nuit pour faire de l'électricité qui sera vendue mieux que la journée. Et que donc, sa base de raft, quick. Donc il y a en effet il y a des enjeux. Ah ben bien sûr, il y a des enjeux, il y a des bras de fer. Si sur certains sujets comme celui-là ou comme d'autres d'ailleurs, on le voit aujourd'hui face à la pollution des rivières. Bon, on est un certain nombre d'acteurs dans le privé à travailler sur des commissions RISE ou des études d'impact, etc. Il est très clair que si la voie du kayak et de l'eau vive en général est unifiée pour dire
attendez les gars, il y a certainement une pollution, nous on prend notre part, on fait ce qu'on a à faire et on s'en occupe, etc. C'est pas du tout le même message que si on part en ordre dispersé pour expliquer que mais non, tout va bien, on s'en occupe. Donc c'est vrai que une voix unifiée sur certains sujets et sur d'autres est tout à fait positive. Je relie le champ de la pollution, c'est-à-dire du respect des rivières aussi au champ de la sécurité. Et ça nous rejoint aussi parce qu'on a toujours cette préoccupation-là. Quand tout à l'heure tu disais que les accidents, quand j'évoquais cette question-là, sont en général des individuels, on a de plus en plus celui, parce qu'il y a des probos aussi, celui qui va acheter son kayak gonflable à Décathlon, qui prend une pagaie, qui se demande même s'il faut mettre un gilet et qui part sans savoir où il va. On a ça. Et donc également les parcours les plus pratiqués en rivière, nous on crée des relations avec les collectivités locales pour commencer à favoriser l'entretien des rivières. Cas pratique, c'est avec l'Isère, les relations avec les communes de Bourg-Saint-Maurice et de La Plagne. On a amélioré celle-ci de façon à faire du déboisement des rivières quand il y a des embâcles pour le compte et avec les compagnies de rafting, chacun mettant financièrement au pot, les collectivités, etc. Et on fait des opérations de déboisement et d'aménagement, de sécurisation des rivières pour éviter l'accidentologie sur les lieux de forte pratique. Voilà un exemple très concret où les champs de coopération peuvent se développer. J'imagine qu'on peut les reproduire ici ou là et c'est dans l'intérêt de tous, donc de la discipline. À ce sujet, je rappelle que l'Ardèche, où les kayakistes ramassaient les poubelles autrefois, donc le fait Natura 2000, ça a été une initiative de la Fédé. Donc c'est classé Natura 2000 et pourtant on peut faire du tourisme. Mais voilà l'exemple typique. Donc, et la Fédé avait participé au réseau Nature. Donc, et puis, au niveau européen, déjà avec le Conseil de l'Europe, on s'occupait de ça aussi. Déjà, donc c'est là où on peut intervenir. Le grand parcours de la Durance a été sauvé grâce à la Fédé. Puisqu'il devait y avoir un barrage en dessous du Rabiou. Donc barrage retenu au-dessus, et puis canal en bas jusqu'à Embrun. Donc le dernier morceau de Durance sauvage a été sauvé grâce à la Fédé. C'est-à-dire que là, il y a des institutions qui peuvent rendre service à l'ensemble. D'accord ? C'est le club d'Embrun qui a lancé le rafting en Europe. Voilà. Donc c'est là où il y a la pollution et la protection des rivières. Donc avec les problèmes d'énergie, il est possible qu'on ait de nouveau des mini-barrages ou même des grands barrages qui reviennent. Et c'est là qu'il faudra travailler ensemble. C'est noté. Je crois que tout le monde est d'accord pour travailler ensemble. Merci Marcel. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Est-ce que vous souhaitez poser des questions à nos interlocuteurs? J'en profite pour rajouter les Suisses. Les chemins de fer suisses proposent des sorties, chemins de fer. Et ils ont dans la vallée supérieure du Rhin antérieur, ils ont un wagon spécial. Quand on arrive de la descente, on met les kayaks sur le wagon et ils sont remontés en train. Faut aller le faire, c'est génial. Donc logistique. Autrefois, on avait le kayak ou le canoë en bagage accompagné. Ouais, merci pour tous ces détaais. On a quelqu'un d'historique sur place, c'est bien. Oui, donc moi je veux amener sur quelque chose de très basique. On a tendance à oublier que l'eau c'est un bien commun. Et donc on est toujours sur cette histoire purement économique où on a partout ce problème de mini-barrage, je pense que disait monsieur. Mais il y a aussi le côté humain, quoi. C'est-à-dire que dans les vallées, il y a des gens qui y vivent. Et je pense que le bien commun, il doit être déjà profité à ces personnes qui vivent sur le territoire, quoi. Donc avant de faire une économie prédatrice pour certaines entreprises que je ne citerai pas, que vous connaissez, il serait bien quand même de mettre sur le pot commun ce côté du vivre ensemble, justement, où tout le monde doit avoir une petite part justement de cette économie de ressources
pour pouvoir vivre en bonne intelligence. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez exactement par rapport à tout ça. Non, mais c'est un vrai débat. Enfin, c'est le débat d'actualité en ce moment sur le tourisme, avec effectivement des territoires qui disent nous on veut bien accueillir, mais il faut quand même que ça nous rapporte. Enfin, moi je comprends que des gens qui habitent dans une vallée ou qui habitent le long d'un chemin de randonnée, ils sont pas là que pour ramasser les papiers gras des gens qui sont venus le week-end. Donc il y a des territoires. Alors on cite toujours les mêmes, mais une des Calanques ou le parc national des Calanques a dit voilà, moi il faut réglementer la visite parce qu'il y a trop de monde, ça met en péril l'environnement de la Calanque, donc il faut réserver à l'avance. Il ne faut pas payer, il faut réserver à l'avance. Et vous savez, maintenant on peut mesurer la fréquentation touristique ou même la fréquentation de loisirs avec les téléphones mobiles, puisqu'ils bornent, donc on sait exactement là où vont les gens. Et surtout qui sont les gens qui viennent. Et quand on a mesuré la fréquentation des Calanques, il s'est avéré que c'était quasi exclusivement des gens de Marseille. Ce n'est pas des touristes. Alors ça devenait compliqué de dire, bah voilà, les gens de Marseille, ils habitent dans des grandes tours, et quand il fait beau, ils sortent, on leur interdit l'accès à la Calanque. Bon, je schématise un petit peu, mais c'était un peu le débat qu'il y a eu. Donc voilà, il faut trouver effectivement des systèmes de régulation. Moi, j'habite dans un petit village d'Auvergne, j'habite au bord de l'Allier, voilà, il y a des gens qui descendent l'Allier tous les jours, il y a un village vacances. Ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que ce soit les gamins du village qui soient salariés du village vacances, qui aident à monter les bateaux sur la remorque, voilà, pour que ce ne soit pas seulement un truc extérieur avec des gens qui viendraient de l'extérieur et qui ensuite pratiqueraient. Mais on a beaucoup parlé de tourisme, mais moi je crois aussi à une pratique de canoë-kayak de proximité. Je vous fais cet exemple parce que j'aime bien le raconter. Quand je bossais pour le comité de tourisme d'Occitanie, on a mis en place un dispositif qui aidait les populations les plus précaires. Donc ils avaient droit à 200 € d'activité de loisirs. Et ils avaient 6 voyages de train gratuits. Et on s'est rendu compte qu'ils n'utilisaient pas le train pour leurs loisirs, parce qu'ils ne savaient pas prendre le train, parce que ce n'était pas dans leurs habitudes. Et puis un jour, on a poussé une information, donc on a vraiment ciblé les gens qui habitaient à Toulouse, qui étaient titulaires de ces cartes, et on leur a dit, il va faire beau ce week-end, vous prenez le train à 7h52 à Toulouse-Matabio, direction Brive, vous descendez à la gare de Souillac à 9h07, là vous avez 2 lourds de canoë et vous descendez la Dordogne, c'est tout plat, il faut savoir nager bien évidemment. On a mis 60 personnes dans le train. Et c'était des gens des quartiers populaires, sans faire de déterminisme social, mais c'était des gens de quartiers populaires de Toulouse qui, pour la première fois, faisaient du kayak. Voilà. Donc il faut qu'on trouve aussi un mix entre un usage de la rivière uniquement touristique pour des gens qui seraient venus très loin, parce que c'est bien aussi d'accueillir des Australiens qui viennent faire les châteaux de la Loire ou la Dordogne, mais aussi faire en sorte que les habitants pratiquent. Et puis je termine juste par ça, parce que je vous l'ai dit, j'habite le long de l'Allier. Un jour, par curiosité personnelle, j'ai interrogé avec le soutien de la direction Jeunesse et Sport toutes les écoles entre Brioude et Vichy. Donc ça fait environ 100 km le long de l'Allier, pour leur demander combien d'écoles avaient inscrit la pratique du canoë-kayak à un moment de la scolarité, en particulier pour les CM2. Zéro. Zéro. On ne pouvait pas imaginer ça pour faire du ski ou pour même faire de la voile quand on habite le long de l'océan. Donc, moi, je pense que c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. C'est aussi que si on a une belle rivière, que les habitants se l'approprient. Et pour ça, il faut faire un peu de promo, il faut dealer avec les loueurs pour dire voilà, est-ce qu'on peut avoir une pratique pour les scolaires à un moment donné. Voilà, il y a un gros travail qui reste à faire. Mais moi, je me souviens, quand on posait la question aux instituts, la réponse était toujours la même, c'est trop dangereux. Enfin, voilà, c'était l'image que renvoyait la pratique du canoë-kayak, alors qu'il n'y a pas plus plat, il n'y a pas plus sympa à faire que la descente de l'Allier avec des gamins. Voilà. Mais il fallait un brevet d'État, il fallait... Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, peut-être une question au niveau de l'accès à l'eau. Avant, on parlait des cartes. Enfin, vous disiez qu'il y avait des parcours qui avaient été faits avec l'idée du train 1 €. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà réfléchi de mettre plus de parcours à disposition des personnes? Enfin, moi, je connais le livre de Paul Villecourt, Au fil de l'eau, pour avoir des idées de où naviguer. Mais c'est vrai que c'est pas évident. L'information, elle est... Enfin, souvent, en fait, il faut aller faire partie d'un club et demander directement l'information pour connaître les parcours. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que la volonté, justement, c'est de
d'agrandir cet accès? Oui, c'est une bonne question. Il y a eu des choses de fait en ce sens avec les sentiers nautiques, avec une espèce de cartographie de certains parcours préidentifiés. Et là, il y a une vraie volonté dans le cadre du plan de développement, et je repasserai la parole à Jean Pinard pour cela, pour justement accentuer cela, créer un outil. Alors, la randonnée pédestre est très forte là-dessus, avec des applis, Visorando, etc. Je crois qu'en matière de rivière et d'accès, pardon Marcel, d'accès à la rivière, on a également ce genre de choses à redévelopper, à améliorer. Mais ça met en scène aussi plusieurs choses, parce qu'il y a l'accès à l'eau, donc il faut aussi, dès lors que ce sont des parcours bien identifiés, eh bien, avoir des autorisations. Il y a les accès publics, privés. Enfin, c'est un peu plus complexe qu'une affaire de randonnée où on prend le départ du chemin, on met ses chaussures et on s'en va. Plus dessus, je parlais du matériel, donc c'est un travail aussi à mener avec des professionnels pour avoir le matériel adapté au début, à la sortie, etc. etc. Oui, alors toilettes, vestiaires aussi, parce que c'est pas parce qu'on fait du kayak et que c'est un sport de pleine nature qu'on a le droit de se déshabiller devant tout le monde. Enfin voilà, toutes ces questions, elles existent. Hein. Mais peut-être juste en prolongement de ce qu'a dit Jean-Luc, on mène en ce moment une enquête. Alors une enquête auprès des clubs, des dirigeants de clubs, des salariés de clubs, des entraîneurs, des éducateurs. Il y a une autre enquête qui va être lancée au bénéfice, au bénéfice des loueurs et de tous les acteurs économiques pour connaître leurs demandes, leurs questionnements. Voilà, c'est la fédération et le COMEX a souhaité prendre l'avis des gens avant de faire des propositions. Voilà, donc il y a deux enquêtes qui tournent. La première, elle a été lancée hier, voilà, pour savoir quelles sont les priorités de la part des présidents de clubs sur le développement de la pratique. Et ça, c'est, on va dire, au sein de la fédération. Et puis à côté de la fédération, vis-à-vis de tous les loueurs. Alors, notre problème à nous, c'est de savoir comment on les trouve, parce qu'il y en a des très gros qui sont identifiés. Voilà, t'en fais partie. Hein, voilà, t'as la ligne, mais voilà, t'as quand même un volume de bateaux très important. Mais vous n'imaginez pas le nombre de campings, par exemple, ou même de villages vacances qui ont 10 bateaux en location, et puis voilà, on peut les prendre comme ça. N'empêche que 10 plus 10 plus 10, ça fait beaucoup. Moi, j'insiste sur le fait qu'il y a besoin de consolider de la donnée si on veut peser. Voilà, je plaisantais sur les pêcheurs, parce que moi j'étais président du club de Besançon, et on a démarré une activité sur la Loue. Et puis les pêcheurs, ils supportaient pas qu'il y ait des canoës, parce que c'était la rivière à truite, de pêche à la mouche, donc c'était. Et ils allaient voir le préfet en disant mais nous on pèse bien plus que ces branleurs qui étaient sur des bateaux. Voilà, c'était ça. Alors le préfet, pardon, qui avait, je sais pas, une culture de jugement de Salomon, a dit bon, puisque c'est ça, on va interdire pendant une journée et la pêche et le canoë. Alors je vais suggérer de manière un peu maligne que ça soit le vendredi, parce que c'était le jour du poisson. Et finalement, c'était le mardi, mais on n'avait pas le droit de faire. Mais il y avait déjà ce débat. Et les pêcheurs, ils étaient bien plus forts que nous pour dire, voilà, nous, on pèse tant, parce que vous vous rendez compte, nous, on va à l'hôtel, on mange au restaurant, alors que les kayakistes, bon, ils amènent leur sandwich, puis ils mangent au bord de l'eau. Donc, voilà, il faut se compter. Et si on veut un appui des pouvoirs publics, si on veut un appui des acteurs du tourisme pour dire que le canoë-kayak, c'est une activité qui rend la destination France plus attractive, ben voilà, il faut le prouver, c'est comme ça. Pour répondre en partie à votre question, un dossier qui pourrait être vraiment très intéressant, ça fait un moment qu'on en parle nous au sein de notre fédération, c'est des échelles de niveau sur les rivières, mais des échelles de niveau très lisibles. C'est-à-dire sur une pile de pont, c'est vert, c'est jaune, c'est orange, c'est rouge. Parce que, on en parlait d'accidents, on parlait de pratiques autonomes. Nous, on a des niveaux, on respecte parce qu'on est loueur, notre client il vient chez nous, il y a trop d'eau, on est fermé. Voilà. Quelqu'un qui vient avec son bateau, qui l'a acheté à Intermarché, un bateau gonflable il se met sur l'eau sur des niveaux qu'il ne connaît pas. Et ça c'est un vrai sujet, et vraiment qui pourrait potentiellement faire baisser il y a peu d'accidents, mais il y en a toujours trop. Et ça pourrait vraiment être un sujet intéressant à mettre en place. C'est un peu compliqué, visiblement, sur le terrain, mais ça peut être jouable. Il peut y avoir quelques rivières qui peuvent être un peu pilotes. Il y a quand même des rivières un peu plus fréquentées que d'autres, comme l'Ardèche, le Tarn, la Dordogne, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça pourrait vraiment être intéressant. Oui, très bien.
cette compétence de naviguer, sur l'Ardèche, la Fédé avait obtenu qu'en fonction du niveau de compétence, hein, les pagaies couleurs, je dirais les sportifs, en fonction de leurs compétences, pouvaient naviguer à différents niveaux de crue. Donc ça a été réglé, par exemple, sur l'Ardèche. Oui, mais donc, ça, c'est pour les sportifs, pas pour la personne qui se présente comme ça, monsieur, madame, tout le monde. Ça donne dans l'information possible par rapport aux échelles de couleurs qu'on avait étudiées aussi déjà. Hein. Donc c'est une possibilité de niveau de compétence. Vous pouvez y aller. Pour les loueurs, vous pourriez avoir ça. Ils ont, par exemple, la pagaie orange. Donc, vous pouvez y aller avec tel niveau, etc. Sur des sites bien précis. Après, objectivement, ça serait plus pour les pratiques autonomes que pour nous. Parce que nous, on a déjà la réponse. Nous, quand quelqu'un nous appelle qu'il y a trop d'eau, ben non, il y a trop d'eau, c'est fermé, je suis désolé, on ne pourra pas vous faire partir. Donc c'est plus pour la pratique, les histoires d'accès et de monsieur et tout le monde qui veut venir naviguer. Éviter l'accident. Il semblerait que la fédération soit déjà engagée sur ce sujet-là avec des loueurs sur certains secteurs. Hein. Et il faudra qu'on soit quand même très vigilant à ce que les niveaux pagaies couleurs tels que nous les diffusons à la fédération ne deviennent pas un permis de naviguer, sans quoi on ne pourrait pas y aller si on ne l'a pas. Donc, ce qui veut dire que ça ferme la pratique aux pratiquants libres. Et du coup, qu'on ne tombe pas non plus sous le coup d'arrêtés préfectoraux, parce que l'Ardèche est un exemple de graduation des niveaux d'eau, mais pour répondre à des préoccupations de sécurité, le préfet avait simplement acté ça par un arrêté préfectoral. Donc du coup, dès qu'il y a des niveaux d'eau qui peuvent paraître intéressants pour des pratiquants aguerris, on ne peut plus y aller. Alors il y a d'autres parcours à côté quand il y a de l'eau, on est d'accord, mais il faut faire attention à cet arsenal juridique et de frein à la pratique finalement. Oui, pour rebondir sur cette question et en partie sur une réponse que tu viens de donner, la question que tu poses, en fait, elle soulève un problème juridique sur lequel, enfin, qui est d'importance, et qui peut être d'ailleurs aussi l'occasion d'un travail commun avec la Fédé. C'est l'accès. Il est de bon ton de dire qu'en France, l'accès à la montagne, c'est libre, l'accès à la mer, l'accès à, je sais pas quoi, aux rivières, à tout. Ça appartient à tout le monde. C'est totalement faux. Tout espace appartient à quelqu'un. Alors, c'est utilisé ou pas, mais la question se pose, notamment quand il y a un accident, notamment quand il y a une difficulté, notamment quand il y a une friction avec d'autres usagers, et les questions se posent. Et aujourd'hui, on reste globalement très loin d'avoir géré les problématiques. J'ai eu l'occasion dans ma vie d'être vice-président de communauté de communes, notamment sur le Pays de Gex, qui s'occupe de la Haute-Chaîne du Jura, qui est une réserve naturelle, avec 600 km de sentiers, qui étaient sous notre responsabilité. Et à un moment donné, il y a des problèmes avec les alpagistes. Il y a un Suisse qui se fait esquinter sa Rolex, il y a un procès et il y a un fermier qui se retrouve condamné à verser 75 000 € à un Suisse. Et à ce moment-là, il y a tous les agriculteurs qui montent au créneau et qui disent « il n'y a plus de sentier chez nous, c'est fini. Et demain, il n'y a plus de rivière et demain, il n'y a plus d'accès à je ne sais pas quoi. » La montagne, les rivières, elles appartiennent toutes à quelqu'un. Alors, quand c'est la commune du coin, ça facilite parce que les relations sont plutôt bonnes. Mais quand tu es avec un privé, et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on ne peut pas garder 600 km, on va déjà réduire à 400 km de sentiers. Donc, on a fermé des sentiers parce qu'on avait la compétence, y compris de la cartographie. Et ça, c'est un vrai problème. La Fédé de rando, d'ailleurs, a très mal compris au départ la démarche parce qu'elle nous dit, mais on a toujours fait des cartes. Ben ouais, sauf que c'est moi qui engage la responsabilité de la communauté de communes qui s'occupe de cette gestion. Et donc on a signé avec les propriétaires de la Haute-Chaîne du Jura des conventions. Sur la Haute-Chaîne du Jura, on s'est aperçu qu'il y avait 3000 propriétaires. Et on a donc signé 3000 conventions pour pouvoir continuer d'avoir les sentiers dont on avait l'entretien, la charge de l'entretien. Tout ça pour dire que quand tu mets le doigt là-dedans, effectivement, et ça, plus il y aura des usages, plus il y aura des pratiques,
plus on va aller vers... Parce qu'on est dans une autre aventure aujourd'hui. Il y a 40 ans, les sentiers, les rivières, tout ça, les abords, les accès, c'était entretenu par les pêcheurs, les chasseurs, les contrebandiers, les religieux qui faisaient voilà, qui visitaient, enfin bref, pas des touristes. Et aujourd'hui, le touriste, il est consommateur, il engage la responsabilité civile du propriétaire dès que ça l'arrange. Donc on est dans un autre monde aujourd'hui. Et cette question, et ce que tu évoquais, on est en plein dedans. Alors, tant que tout va bien, en général, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, tu as déjà dû avoir dans ton organisation des litiges d'accès, etc. Et c'est encore une fois, ça peut être un espace sur lequel on porte une même voix pour aller dire, bon, allez... Les gens, les pratiquants et les clients ont la possibilité d'utiliser tel accès, il y a une convention de signer, etc. Parce que ça peut aussi se retourner contre nous. On entendait récemment le chasseur, le chef des chasseurs, là, qui nous dit si les randonneurs ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller randonner chez eux. Ben oui, pourquoi? Parce que les chasseurs, ils ont des conventions. Ils ont des conventions de chasse, pas le randonneur. Le ramasseur de champignons, il n'a pas de convention pour aller sur le terrain du propriétaire privé. Et donc ça arrive à se retourner contre... Ça nous pend peut-être au nez. On ne sait pas. Donc c'est un point essentiel, ça fait très important. Et ça le sera de plus en plus à l'avenir. Donc on voit bien qu'il y a des sujets très vastes à venir, des débats. Je ne sais pas si... oui, on va prendre les choses une par une et peut-être que va venir maintenant peut-être le temps d'une discussion peut-être un peu off entre vous, messieurs. Non, on s'est déjà dit beaucoup de choses, Joël. Mais ça va continuer, on voit bien. Peut-être vous remercier maintenant donc, pour cette discussion. Et puis Jean-Yves, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a vu au fil du temps, là, avec ce salon, le Paddle Sport Show, on a vu la naissance, souviens-toi, de la commission RISE sur les impacts environnementaux, c'est le recyclage des plastiques utilisés notamment par les fabricants, qui est donc un groupe de travail qui est né d'une des petites conférences qu'on avait organisées. Tout à l'heure, on a vu que côté sécurité civile aussi, on va peut-être avoir... C'est peut-être un grand mot, peut-être pas une rencontre nationale, mais en tout cas l'année prochaine, on a pris rendez-vous pour avoir plus de pompiers, peut-être d'organes de sécurité civile qui seront présents pour continuer les réflexions tous ensemble. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'initier une discussion entre les acteurs différents du tourisme. Donc peut-être on peut se donner rendez-vous à l'année prochaine en attendant la suite de la discussion. Oui, Jean-Luc va nous dire encore un mot, mais très clairement, si on veut travailler, enfin je veux dire, au-delà des effets d'annonces et de vidéos YouTube qu'on est en train de faire, très clairement, à un moment donné, si on veut être sérieux sur des travaux communs, il faut qu'on se téléphone et que d'ici 3 mois, on soit remis autour d'une table ou d'un Zoom pour discuter. Pour autant, le Paddle Sport Show peut aussi être le rendez-vous annuel où on vient parler de nos travaux. On le fait demain avec la commission RISE. On s'est vu 6 fois cet hiver avec les membres de la commission par Zoom. On a beaucoup avancé. Tu parlais tout à l'heure de data et tu as tout à fait raison. Un des premiers travaux de la commission RISE, ça a été de lancer une étude et un survey sur l'ensemble de l'Europe, sur les volumes de kayaks, les volumes de matériel qui sont dans la nature, pour imaginer ce qu'il va falloir traiter. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure parce que je vais avoir besoin de toi sur cette commission. Il est tout à fait possible d'envisager qu'on ait des petites sessions de travail dans l'année, de façon à l'année prochaine pouvoir revenir ici en disant écoute, on s'est vu 2 fois, il semble qu'il y ait des pistes sur lesquelles on a commencé à travailler ensemble. Effectivement, alors je ne sais pas si c'est sur les randonnées, si c'est sur les lâchers de barrage, bon bref, mais oui, il faut qu'on se revoie. Oui. Oui, ben, évidemment, moi ce que j'avais envie de dire, représentant la Fédération française de canoë ici, c'est de prendre un engagement avec vous. C'est que l'année prochaine, il y ait un flyer et un fanion de la FFCK qui pourrait tenir son premier stand pour marquer justement le passage du rendez-vous des professionnels qui est indispensable avec les exposants et le matériel, mais commencer à créer l'interface avec les pratiquants qu'on représente. Et je pense que ça serait une belle occasion de faire la restitution de nos premiers travaux. Bon. Johan, plus de questions? Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure, non, ça va? Sur l'accès à l'eau, je pense que tu as bien voulu dire, moi je l'ai traduit comme ça, que c'était les berges qui étaient privées ou publiques,
mais que l'eau est un bien commun et qu'il n'appartient à personne. Je voulais juste, ne sachant pas qui sont les spectateurs, auditeurs, faire ce petit mise au point. Merci la précision. Tout à fait. D'accord. Jean-Yves, tu vas conclure du coup. Écoute, moi je me réjouis qu'on ait eu encore une réunion de travail entre professionnels. Alors là, c'était très franco-français, mais il en faut aussi. Hein. Nous aurons peut-être demain des réunions beaucoup plus. D'ailleurs, demain matin, la réunion RISE sera très européano-européenne. Donc voilà, différents formats, différentes formules, mais en tout cas des interventions et des informations qui nous sont amenées, qui viennent encore nourrir le débat professionnel et qui fait du Paddle Sport Show un peu l'espace incontournable aujourd'hui, une fois par an, de pouvoir se retrouver sous différentes formes. Et je voudrais remercier tous les participants et les spectateurs qui sont venus aujourd'hui nous rejoindre. Et les historiens, ah bah bien sûr, puisqu'on avait même pour cette réunion un historien live qui nous a amené... Marcel Coleman nous a rappelé qu'il y a eu déjà de nombreux débats, des échanges et des productions. Et peut-être faudra-t-il revenir à ces espaces de production aussi également en commun. Formidable. Merci à vous, merci messieurs. Merci beaucoup.